Ok. Alors, c'est parti. Alors, je vais vous partager mon écran. C'est bon, là, vous voyez bien. Je vais le mettre en grand. C'est OK? Bon, donc voilà. Donc, le but, c'est quoi? C'est voir en quoi, finalement, prendre du recul, voir en quoi cette séance physique peut être source d'inspiration pour le coaching. Et en fait, moi, j'envisage des analogies à plusieurs niveaux. Au niveau déjà de la méthode scientifique, pour moi, est quelque chose sur lequel dont on peut s'inspirer dans le coaching. Le point le plus fort, c'est la vision de la réalité. Ça, c'est vraiment vraiment la science, en fait, a formaté au cours du temps notre vision du monde, notre façon de penser. Et donc, les dernières avancées de cette science nous invitent aujourd'hui à un nouveau paradigme. Je dirais que ça a démarré effectivement au début du XXe siècle avec la physique quantique et la relativité qui ont bouleversé en fait notre vision de la réalité. Et au début du XXIe siècle, j'en parlerai rapidement à la fin, il y a vraiment des avancées de scientifiques avant-gardistes qui travaillent en fait sur la conscience. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et bon, il y a des analogies qu'on peut faire, mais là, on ne va pas trop travailler dessus. C'est l'idée, ça, c'est comme je vous dis, c'est plus dans la formation d'un jour que j'envisage. Alors, la citation de Woody Allen, bon, c'est le point de départ, hein. C'est qu'en fait, finalement, on peut considérer que la réalité, enfin, sans essayer de trop définir ce mot, parce que c'est potentiellement complexe, hein, mais on peut considérer que globalement, en tant que coach, on accompagne la personne, le coaché, on va dire, faire évoluer sa réalité, c'est-à-dire dans un sens de l'élargir, quoi. Et du coup, ça peut être enrichissant de se dire, mais que nous dit la science physique sur cette fameuse réalité? Et quelle méthode est-ce qu'elle envisage pour s'approcher de cette fameuse réalité? Oui, j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à m'interrompre. L'idée, c'est d'être interactif, hein, c'est pas... donc, s'il y a des questions, etc., vous m'interrompez. Alors, déjà, de base, pendant longtemps, et c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, mais on a distingué deux mondes, on va dire deux types de réalités, celles qui sont du monde matériel, on va dire, de l'ordre du monde physique qu'on décrit dans un langage mathématique, et puis tout ce qui est relatif à l'être humain, réalité mentale, qui, elle, semble être complètement dissociée et décrite dans un langage de la psychologie, on va dire. Et pourtant, si on regarde simplement des choses basiques du genre, il y a environ 14 milliards d'années, l'univers était dans une tête d'épingle, et puis tout ce qui existe aujourd'hui est le résultat de l'évolution de ce Big Bang, ce qu'on appelle le Big Bang. Déjà, de base, on peut se dire, ça veut dire qu'on est tous issus d'une même source, donc on est tous cousins, quoi, hein. On est tous cousins entre êtres humains, mais aussi avec les animaux, les végétaux et la matière, hein. Ce simple constat, je trouve que ça devrait déjà nous faire comprendre la nécessité écologique, puisqu'on est tous, en fait, issus de cette même source. On est tous constitués des mêmes atomes, également, que ce soit la matière ou l'être humain. Donc, il y a quand même déjà, avec ces, on va dire, constats de base, des choses qui doivent nous interpeller sur le fait de dissocier le monde matériel du monde de l'humain. Alors, déjà, juste un mot sur la méthode, parce que je pense que la méthode scientifique, c'est vraiment c'est une source d'inspiration, je trouve qu'on devrait avoir partout, en fait. Ce qu'il faut voir, c'est que la science, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va questionner finalement les apparences pour s'approcher de paradigme en paradigme d'une compréhension de la réalité. Et ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, donc elle a évolué comme ça, la science, hein, avec Aristote, après il y a eu la phase, on va dire, ce que je vais vous montrer, c'est la physique classique, c'est-à-dire du 17e au 20e, puis après il y a eu le 20e siècle, et maintenant le 21e, et à chaque fois, on évolue dans un nouveau paradigme, une nouvelle compréhension, de nouvelles théories qui
en général, donc, englobe les points de vue précédents, en les rendant encore plus, on va dire, une vision plus large. Et le point important, c'est qu'en fait, à chaque fois, les découvertes, elles vont pratiquement toujours à l'encontre du consensus culturel ambiant. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit à l'époque Galilée, quand il a dit que c'était pas la Terre qui tournait, enfin, que c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil, ça allait à l'encontre du consensus culturel ambiant. Alors aujourd'hui, ça nous paraît à tous évident, mais en fait, si on regarde, on a tous l'impression que c'est le Soleil qui bouge, c'est pas nous, hein. Donc c'était à l'époque pas du tout, on va dire, admis, et ça a choqué, comme vous le savez, hein. Et après, je dirais, la physique quantique, la relativité, ça a été un peu de façon analogue, ça remet en cause nos paradigmes de pensée. Et il y a toujours, je pense, un décalage entre ce que trouve la science et le moment où, on va dire, c'est intégré par l'ensemble des gens, quoi. Et donc, en fait, cette boucle, en fait, elle fonctionne, on va dire, classiquement. Il y a une théorie qui est, on va dire, qui émerge par l'intuition de scientifiques, hein, qui donne lieu à prédiction, expérience, observation, qui confirment ou pas la validité de cette théorie. Donc, le principe est simple. En gros, tant qu'aucune expérience, aucune observation n'a remis en cause une théorie, elle est considérée comme valable. Mais il n'y a jamais en science de vérité au sens où rien ne prouve qu'une théorie ne sera pas remise en cause demain. Donc c'est toujours une espèce de quête vers une sorte d'idéal, mais dont on ne peut jamais affirmer qu'on l'a atteint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la mécanique quantique, elle a 100 ans de recul. Depuis 100 ans, elle n'a jamais été remise en cause. Il n'y a aucune expérience qui l'a contredite. Mais rien ne prouve que dans 20 ans, quelqu'un ne trouve pas quelque chose qui la remette en cause, même si, bon, ça paraît peu probable. Mais voilà, c'est le principe, c'est ça. Y a pas de, ça soulève pas de remarques. Okay. Ça, moi, En fait, Jean-Pierre, c'est un peu comme les croyances, hein. Donc, les croyances, c'est que à un moment donné, on croyait que la Terre était plate. C'était sûr que ça conditionnait la vision de les navigateurs. Ils n'osaient pas se déplacer puisqu'ils avaient peur de tomber dans le vide. Et c'est ça, exactement. quoi. Et Ça donc, à un moment donné, conditionne, c'est remettre en cause cette croyance, quoi. C'est ça. voilà, ça conditionne les croyances déjà sur la réalité au sens, on va dire, qui n'est pas enfin, qui est partagé, quoi, comme le fait que la Terre est plate ou ronde. Mais tu vois, là, je propose des exemples d'analogie, mais bon, là, c'est juste quelques exemples. Et l'idée, comme je disais, c'est de travailler dessus en formation. C'est qu'on peut faire le parallèle entre finalement une théorie, c'est quoi? C'est des postulats qui permettent d'expliquer ce qu'on observe, qu'on remet en cause quand ils sont contredits par l'expérience, mais finalement, en parallèle, on peut dire que c'est l'équivalent des croyances, parce que les croyances, c'est des postulats qu'on a à la base de nos comportements observables et qu'on est amené à remettre en cause quand notre expérience va nous, on va dire, nous contredire au sens, va nous faire rendre compte qu'il y a peut-être un truc qui cloche. Donc moi, je trouve que c'est très analogue et en fait, l'idée, c'est toujours agrandir, augmenter comme la théorie, elle devient toujours plus englobante, et elle englobe ce qui a été fait avant, là c'est pareil, d'augmenter notre vision des choses pour qu'on ne soit pas limité par nos croyances. Enfin, je trouve qu'il y a une analogie à ce niveau-là, dans le fait aussi que la science interroge les apparences du monde objectif pour se rapprocher petit à petit d'une vraie, entre guillemets, réalité, et qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est le côté observation. La science, elle se base toujours sur l'observation, alors avec des instruments, bien sûr, qui vont coûter cher, alors que dans le monde, dans le coaching, on va questionner les apparences du monde subjectif. Et là aussi, l'observation est importante. Et là, l'observation, elle est pas coûteuse puisque c'est juste, on va dire, le coach et le coaché qui observent la réalité. Bon, voilà, c'est des petites analogies comme ça. Je ne sais pas si ça vous inspire ou ça reste un peu... C'est OK. Alors, je continue.
Alors donc, comme j'ai dit, bon, je pense que c'est important de bien voir qu'il n'y a pas que la mécanique quantique. Enfin, au cours de l'évolution de la science, il y a une grosse période, donc je ne parle pas d'avant le 16e, mais du 16e au 19e, ce qu'on appelle la physique classique. C'est quoi? C'est en fait, bon, de façon très résumée, trois domaines, la mécanique, la thermodynamique, l'électromagnétisme. Et en fait, ce qui est important de voir, c'est que c'est résumé dans très peu de lois. Bon, il y a des lois de Newton pour la mécanique, l'attraction universelle, principe de thermodynamique, bon, l'équation de Maxwell qui résume tout l'électromagnétisme. Disons que l'idée, c'est que fin du 19e, on avait réussi à théoriser dans très peu de lois, finalement, ce qui permettait d'expliquer la quasi-totalité des phénomènes du monde physique. On en arrivait donc à ce que Lord Kelvin, à la fin du 19e, dise bah, aujourd'hui, tout va bien, enfin, on a tout compris de ce qui existe, à part deux petits nuages d'incompréhension, qui étaient en fait justement deux expériences qui n'étaient pas explicables par la théorie de l'époque. Et en fait, ces fameuses deux expériences, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, c'est justement celles qui ont déclenché ces deux petits nuages, en fait, deux ouragans, à savoir la relativité et la mécanique quantique. C'est en fait derrière, c'est ça qui a émergé à la suite de ces expériences qui n'étaient pas expliquées par la théorie de l'époque. Alors, là, j'ai parlé côté, on va dire, science. Côté vision de la réalité, ce que ça implique, ce paradigme, on peut l'appeler le paradigme classique cartésien, c'est une vision en fait dans laquelle on a un espace et un temps absolu. L'espace, c'est quoi? C'est une scène dans laquelle il y a de la matière qui évolue. Il y a un temps qui est universel et qui est irréversible, qui va du passé vers le futur. Il y a un déterminisme qui est donc dans le sens passé vers le présent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la fameuse citation de Laplace qui à l'époque disait que voilà, si on était capable de connaître la position de tous les éléments, eh bien, grâce aux lois physiques, on serait capable de déterminer ce qui va advenir dans le futur. Et dans ce paradigme, il n'y a aucune influence de l'observateur. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un moi sujet qui observe un objet extérieur qui existe indépendamment de lui. C'est ce qui paraît tout à fait, enfin, ces trois phénomènes-là, enfin, aujourd'hui, sont encore largement partagés. Hein. Et ne serait-ce que, bon, bah, je ne sais pas si je vois une balle de tennis, elle a une vitesse, une position, une certaine vitesse de rotation, que je la regarde ou pas, elle possède ces caractéristiques. Il y a une indépendance entre le sujet observant et l'objet. Donc, on va dire, ça répond quand même à des notions espace et temps absolu, déterminisme, non-influence d'observateur, qui sont du bon sens, on va dire, globalement partagées, et encore partagées aujourd'hui. Ça génère quoi comme conséquence? Ça génère comme conséquence que, et je vous dis, c'est encore largement partagé aujourd'hui, c'est l'idée d'un monde séparé. Un monde séparé, c'est-à-dire que ne serait-ce que le langage véhicule ce phénomène, c'est-à-dire que quand je dis je vois une table, il y a je qui vois et il y a une table, c'est des choses séparées par l'espace sépare. Et je dirais ça nous a tous formatés, que ce soit au niveau individu, entreprise, société, où tout est, on va dire, oui, séparé dans le sens où il y a cette notion de divisibilité qui nous vient de Descartes, où en fait, pour analyser un système, on va le décomposer en parties, et c'est comme ça qu'on va l'analyser. Et donc, c'est aujourd'hui largement encore répandu, par exemple en médecine, avec le fait de compartimenter, voilà, il y a le spécialiste de tel organe, etc. Quoi. Tout est, même dans les sciences, tout est très compartimenté. Les mots-clés, c'est le matérialisme, le déterminisme, la causalité du passé vers le présent. Et dans ce monde-là, il y a même un ensemble de choses qu'on n'est pas capable d'expliquer. On les range dans la case hasard. Toutes les expériences un petit peu paranormales, hein, je dirais médium, effectivement, comme parlait Julien, il y a tout ce qui est expérience de mort imminente. Enfin, il y a tout un tas de phénomènes comme ça qu'aujourd'hui, disons, cette vision cartésienne, paradigme classique, n'est pas capable d'expliquer. Bon, donc ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup dans nos mentalités cette vision-là.
Et pourtant, ça fait un siècle que la science nous dit, mais ça, ça reflète pas vraiment, enfin, de façon très précise la réalité. Alors effectivement, au début du XXe siècle, il y a eu deux grandes révolutions, la relativité et la mécanique quantique. Donc la relativité pour travailler sur l'infiniment grand et la mécanique quantique sur l'infiniment petit. Et en fait, ça a bouleversé cette représentation mentale qu'on a de la réalité. Ça remet complètement en cause ce que nous dit notre fameux bon sens et nous incite à changer de paradigme. Sauf que c'est encore pas trop rentré dans les, je dirais, les mœurs, hein. C'est des choses qui mettent du temps. Alors vraiment très résumé, en une slide, la relativité, parce que je pense que c'est vraiment important, quoi. C'est aussi important que la mécanique quantique, en fait, parce que ça génère un changement de paradigme énorme, en fait. Donc c'est l'œuvre d'un seul homme, Einstein, hein, avec deux grandes dates, 1905, relativité restreinte, 1915, relativité générale. Et là, qu'est-ce que ça bouleverse? Eh bien, ça bouleverse la notion d'espace et de temps. L'espace et le temps n'ont plus d'existence absolue. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous, moi, chacun d'entre nous, en réalité, du fait qu'on n'est pas au même endroit, simplement de ce simple fait-là, on a un espace et un temps différents. Alors, c'est imperceptible, c'est-à-dire qu'on est capable de se donner rendez-vous à 19h sans souci, hein, mais en fait, ça n'est pas imperceptible au niveau, par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a tous notre smartphone avec notre GPS qui nous dit où on est à 10 km, enfin, à une précision de l'ordre de, je sais pas, une dizaine de mètres. Hein. Eh bien, c'est grâce à Einstein. Hein. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais le temps dans les satellites qui nous permettent de nous repérer est différent du temps sur la Terre, et que cette différence de temps, si on n'en tenait pas compte, elle induirait une erreur d'environ 10 km sur notre position. Donc vous voyez que cette notion de temps qui dépend effectivement de l'endroit où on est pas négligeable et intervient dans le fait de notre positionnement GPS. Alors, donc, l'espace et le temps n'ont pas d'existence absolue, dépendent de référentiels d'observateurs, et beaucoup plus fort que ça, la relativité restreinte, elle nous dit que finalement, le passage du temps est une illusion. C'est-à-dire que le temps est fondamentalement réversible et on peut voyager dans le futur. Ça fait beaucoup. Hein. Déjà, ça, vous voyez, pour s'imaginer ça, on a du mal parce qu'effectivement, on n'est pas à nos échelles, on n'est pas capable de le percevoir. Mais ça, c'est objectif. Hein, il y a une expérience qui est une expérience de pensée, enfin, qui ne peut pas être réalisée physiquement parce qu'on n'a pas la technologie pour, mais qui dit que si on a deux jumeaux qui sont sur la Terre, ça s'appelle l'expérience des jumeaux de Langevin. Si on a deux jumeaux, un qui part dans une fusée avec une vitesse proche de celle de la lumière et qui revient, eh bien, par exemple, celui qui part et qui revient pour avoir vécu, par exemple, je sais pas moi, un an, et quand il va retrouver son jumeau sur la Terre, son jumeau aura vécu peut-être 20 ans. C'est-à-dire que le temps propre à chacun va être différent, de sorte que, c'est là que ça paraît complètement fou, ils n'auront pas vécu le même temps quand ils vont se retrouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en théorie, on peut voyager dans le futur. Il est possible de se projeter instantanément dans 10 ans. Autrement dit, ça veut dire, si on pousse le raisonnement, que le futur, en fait, existe déjà. C'est important parce qu'en fait, et vous allez voir après, moi, je trouve qu'on peut vraiment comprendre des choses aussi dans le coaching parce que le futur, le présent et le passé, en fait, c'est la citation d'Einstein, hein, je ne vais pas la refaire. L'espace et le temps sont des modes dans lesquels nous pensons et non les conditions dans lesquelles nous vivons. La distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est comme si passé, présent, futur, en fait, étaient là. Sauf que, on va dire, on ne perçoit, nous, que l'instant, et on n'est pas capable de percevoir le passé et le futur. Mais la science nous dit qu'ils sont là, en fait, passé, présent, futur,
Alors, on peut, enfin, bon, je vais m'arrêter là. Ça, c'est simplement la relativité restreinte. Et après, le pas d'après, c'est ce qu'on appelle la relativité générale, où, en fait, il montre que la présence de masse et d'énergie déforme la trame de l'espace-temps. C'est-à-dire que l'espace-temps, c'est plus une scène dans laquelle il y aurait de la matière et de l'énergie qui viendraient se mouvoir, mais en fait, c'est modelé par cette matière-énergie. Autrement dit, la matière, l'énergie, l'espace et le temps, tout ça, c'est un petit peu la même chose quelque part. On ne peut plus dire, voilà, il y a une scène et dedans, il y a des choses qui se passent. Non, la scène, elle est intimement liée à ce qu'il y a dedans. Bon, là, j'ai vraiment résumé en 3 minutes un truc qui prend des années de travail. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, c'est OK. Il n'y a pas de questions. Non, moi pas de question, juste un commentaire, mais c'est l'histoire des vies antérieures, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de vie antérieure, mais en fait, en réalité, on s'aperçoit que c'est des vies superposées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie antérieure ou de vie postérieure, mais il n'y a que des vies en parallèle les unes des autres sur cet aspect-là. Après, c'est une façon de présenter les choses. Après, il y a un côté vocabulaire et tout, mais oui, il y a l'idée que, et on va voir après dans le coaching, effectivement, pour moi, ça explique le fait que si on agit sur, par exemple, quelque chose dans le présent, on peut instantanément agir dans le passé. C'est-à-dire que ça peut instantanément changer quelque chose dans le passé. Mais ça, on va voir que la science, aujourd'hui, le dit. Elle le dit, ça. Ça va encore plus loin. Donc là, je dis déjà, au début du XXe siècle, on en est là. Vous voyez qu'au début du XXIe, on a encore avancé. Je vais vous en parler après. Et donc voilà, premier point, donc l'espace-temps qui est complètement, on va dire, bouleversé par la relativité. Alors, le deuxième grand chantier, c'est la mécanique quantique. En fait, ça c'est aux alentours des années 1925. Et là, c'est l'œuvre non pas d'un seul homme comme la relativité, mais de ces gens-là qui avaient mis en œuvre l'intelligence collective à leur époque. Et je dirais le premier phénomène de base de cette mécanique quantique, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Et là, je n'ai pas trouvé mieux que vous sortiez un super YouTube de vulgarisation que je vais vous passer pour vous montrer ça. Donc, je vais vous partager voilà, sur la dualité onde-corpuscule. Ça dure 6 minutes. C'est vraiment très bien fait. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, la dualité onde-corpuscule. Vous entendez bien ? À première vue, il semblerait que l'on puisse distinguer dans l'univers deux types d'objets. D'une part, certains objets se comportent comme des points, avec une position bien définie, qui peut se déplacer au cours du temps. C'est par exemple le cas d'une pomme, d'une voiture ou encore d'une planète. D'autre part, on peut également trouver des phénomènes de propagation, qui n'ont cette fois pas de position à proprement parler. C'est ce que l'on appelle des ondes, comme par exemple les vagues à la surface de l'eau. Imaginons un mur dans lequel seraient percées deux fentes. On place derrière ce mur un écran, qui va être capable de détecter les objets qui l'atteignent. D'une part, si on lance les uns après les autres des objets ponctuels, qui se comportent comme des billes, alors on finira par obtenir sur l'écran deux bandes bien distinctes, qui correspondent aux deux fentes par lesquelles sont passés les objets. D'autre part, si on émet maintenant des ondes, comme par exemple des vagues dans l'eau, alors en se propageant derrière les deux fentes, elles vont se superposer. En se superposant, les vagues vont soit s'ajouter entre elles pour former une plus grande vague, soit s'annuler pour former une vague plus petite. On observera alors sur l'écran une alternance de franges lumineuses et sombres qui correspondent aux bosses et aux creux formés par les vagues. On obtient donc des résultats différents en fonction du type d'objet. Deux bandes bien distinctes dans le cas d'objets ponctuels, comme des billes, des pommes ou des planètes, et une alternance de bandes d'interférence dans le cas où on envoie des ondes,
comme des vagues à la surface de l'eau. Cependant, si l'on s'intéresse à des échelles microscopiques, et notamment au monde des particules, alors cette distinction entre corpuscules et ondes semble disparaître. À l'échelle quantique, une particule n'a pas de position bien définie. En effet, elle a uniquement plusieurs possibilités, différentes positions qui lui sont disponibles, avec des proportions qui peuvent varier. Ce n'est qu'au moment de mesurer sa position que la particule va être forcée de choisir au hasard une de ces possibilités. Or, il se trouve que plus une position intervient au départ en grande proportion, plus il va être probable que la particule choisisse cet endroit en particulier au moment où on va l'observer. Ceci nous permet donc de tracer une courbe qui correspond à la probabilité d'observer la particule en chaque position de l'espace. Au moment où on va mesurer sa position, la particule va de préférence choisir un endroit où la courbe est haute, c'est-à-dire une position qui est associée à une forte probabilité, plutôt qu'un endroit où la courbe est basse, c'est-à-dire de faible probabilité. Or, cette courbe de probabilité n'est pas fixe. En effet, au cours du temps, elle va évoluer, et ce de façon très similaire au mouvement d'une onde. Reprenons alors notre expérience, mais avec des particules cette fois-ci, et imaginons que l'on puisse regarder sans que cela ne les force à choisir une position. Au départ, la particule que l'on envoie n'a pas encore de position bien définie. Sa courbe de probabilité va donc se propager dans l'espace, et ce à la façon d'une onde. Ainsi, comme les vagues dans l'eau, cette courbe va passer à travers les deux fentes en même temps, et se superposer avec elle-même de l'autre côté du mur. Elle va donc arriver jusqu'à l'écran en formant le même motif qu'aurait formé une onde, une alternance de bosses et de creux. Mais l'écran qui a pour but de mesurer la position de la particule va alors la forcer à choisir une position bien précise. La particule qui jusqu'alors n'avait pas de position va donc choisir de se situer, de préférence à un endroit où la probabilité est forte, c'est-à-dire au niveau d'une bosse dans la courbe de probabilité. On va alors observer un petit point sur l'écran, à l'endroit qu'a choisi la particule. Sur l'écran, la particule prend donc l'apparence d'un petit point, ce qui pourrait suggérer qu'elle s'est comportée comme une petite bille, et donc que les particules sont des objets ponctuels. Cependant, si on continue d'en envoyer une à une, les particules vont se regrouper au niveau des bosses, car c'est là que la probabilité est la plus forte. On va alors finir par observer sur l'écran le même motif que l'on obtenait en envoyant des ondes. Les particules se sont toutes regroupées au niveau des bosses et ainsi ont formé ensemble ce motif. Les particules qui composent notre univers ne sont donc ni des corpuscules, ni des ondes. Elles peuvent parfois présenter des propriétés qui font penser aux objets ponctuels et parfois des propriétés qui font penser aux ondes. Cette dualité onde-corpuscule qui règne au sein du monde quantique est due au fait qu'une particule, avant qu'on l'observe, est décrite par une courbe de probabilité. Et que cette courbe de probabilité, elle, se propage et évolue dans le temps comme une onde. Voilà. Arrêtez. Voilà, voilà. Je vais repartager mon écran. Et déjà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous avez vu? Pas de questions. Donc, c'est vraiment le phénomène, on va dire, le plus important quand on parle de mécanique quantique. Hein, vous avez peut-être entendu parler de la lumière qui peut être vue comme des ondes ou comme des corpuscules, ce qu'on appelle des photons. En fait, c'est valable pas que pour la lumière, hein, c'est à l'échelle microscopique, c'est vrai pour toute particule. Et en fait, ce que ça dit, c'est que ça dit en gros qu'il y a ce qu'on appelle le principe de superposition, c'est-à-dire que la particule, enfin on utilise les mots, alors les mots ondes et particules, c'est les mots typiquement qu'on utilise dans notre langage courant à notre échelle. Mais en fait, quand on est à cette échelle-là, il faudrait presque inventer d'autres mots, si vous voulez, pour refléter cette réalité-là. Donc, on les utilise, mais il faut bien voir que c'est des approximations. Donc, si on parle de particules à cette échelle-là, elle va être dans une superposition d'états. Ça veut dire quoi?
Un état, par exemple, ça peut être la position, ça peut être la vitesse, ça peut être à l'échelle quantique, il y a plusieurs états qui existent pour une particule. Et bien, si elle est dans une superposition d'états, ça veut dire qu'elle, par exemple, si l'état c'est la position, ça veut dire qu'elle est à plusieurs positions en même temps. C'est-à-dire que la particule, elle est partout en fait. Elle est partout. Elle est partout tant qu'on ne l'a pas observée. Et par ailleurs, donc elle est représentée en fait par une fonction d'onde, on appelle ça, ou plus généralement un vecteur d'étape, on ne rentre pas dans le détail, et il y a une évolution déterministe, il y a une équation qui régit son évolution de cette fonction d'onde. Tant qu'on ne l'a pas observée. Et dès que, en fait, il y a une observation qui est faite, eh bien, cette observation provoque ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes, c'est-à-dire, en fait, le choix. C'est un peu comme si, au moment où la particule va être observée, elle était à plusieurs endroits à la fois. Au moment où on l'observe, elle va choisir un endroit, comme l'a été dit dans la vidéo, selon la probabilité. Donc, il y aura des endroits qui vont être plus choisis que d'autres. Et donc, c'est un peu comme si la particule se rendait compte qu'on l'observe et que l'observation la force à choisir un endroit. Et bon, ça c'est déjà un peu surprenant. C'est le principe d'Heisenberg. Alors après, il y a aussi le principe d'Heisenberg, oui, qui va se rajouter. Je vais y venir. Mais déjà là, c'est un truc assez surprenant. C'est en fait l'influence de l'observateur sur la réalité observée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réalité qui existerait indépendamment de l'observateur. C'est-à-dire que la particule, c'est pas comme si elle était à un endroit, mais que, ne l'ayant pas observé, on ne le sache pas, on le connaît pas, et donc on fait une probabilité, puis on se dit « Ah ouais, elle est là ». Non, c'est que tant qu'on ne l'a pas observée, en fait, tout se passe comme si elle était partout. Alors évidemment, ça ne veut rien dire, mais elle n'a pas en fait de position, tant qu'elle n'a pas été observée. Elle est partout. Et c'est l'observation qui déclenche en fait le choix d'une position. Ce qui semble dire qu'il n'y a pas de réalité qui aurait des caractéristiques donc déterminées, indépendantes de l'observation qu'on va en faire. Donc là, il y a quelques analogies après qui forcément vont surgir pour un coach. Mais ça, c'est quelque chose d'avéré. Alors, quelque chose qui choquait Einstein, parce que voilà, Einstein avait dit, bon, Dieu ne joue pas au dé parce que ça ne lui plaisait pas de constater qu'il y avait un phénomène indéterministe. C'est-à-dire que fondamentalement, la position que va prendre la particule n'est déterminée par aucune loi. C'est juste une probabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de causalité, on ne peut pas trouver une cause physique dans le monde physique, dans le monde matériel, qui explique ce choix. Et ça, donc, Einstein avait dit « Dieu ne joue pas au dé », ce à quoi Bohr lui avait répondu quelque chose du genre « Vous êtes qui Einstein pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Vous voyez, genre de discussion. J'ai résumé les 6 phénomènes fondamentaux, je dirais, en mécanique quantique. Donc, dualité onde-corpuscule qui se généralise en principe de superposition. Donc, tant que la chose n'est pas observée, elle est dans plusieurs états en même temps. Le 3e phénomène, l'observation, la mesure, observation qui provoque de façon déterministe une réalité, en fait, c'est-à-dire un choix d'état. Et il y a encore 3 autres phénomènes de la mécanique quantique, c'est la quantification, c'est-à-dire que c'est d'où le mot quantique. C'est le fait que des valeurs de grandeur ne sont pas continues. Par exemple, l'énergie d'un atome, elle est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle n'a le droit que des valeurs prédéfinies. Les choses sont quantifiées à cette échelle-là et ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Ensuite, l'autre phénomène dont on parle beaucoup, c'est l'intrication ou non-localité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend un système, le système le plus simple, c'est 2 particules qu'on a liées, je dirais, en les faisant participer à une expérience. Si ensuite on les sépare d'une distance quelconque, on peut les séparer de centaines de kilomètres, elles continuent à rester un système lié. Autrement dit, ça ne dépend plus, la distance, l'espace en termes de distance n'a plus de lieu d'être là-dessus, c'est-à-dire dans le sens où leur état reste corrélé. C'est-à-dire, en fait, ces 2 particules, elles forment un système qui est dans une superposition d'états tant qu'il n'a pas été observé,
Et il suffit que j'observe une des deux particules pour provoquer une réduction de son paquet d'ondes, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver à un état donné, et instantanément, l'autre va avoir un état corrélé. Et donc, instantanément, ça veut dire que ça va dépasser la vitesse de la lumière. Alors, ça, c'était aussi quelque chose qu'Einstein n'acceptait pas, parce qu'il disait, effectivement, dans l'espace-temps, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Ça, c'est quelque chose qui est toujours vrai. Et là, il semblait qu'il y avait un message qui se passait entre les deux particules qui dépassait la vitesse de la lumière, puisqu'il était instantané. En réalité, il n'en est rien, parce qu'il n'y a pas d'information qui transite. C'est juste que voilà, les deux particules sont liées en fait indépendamment de l'espace. En fait, c'est un lien qui existe indépendamment de l'espace. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est aussi vrai dans le temps, mais ce qui est logique parce que l'espace et le temps, ben, en relativité, ça joue des rôles un peu analogues. Et ça veut dire qu'il peut y avoir de l'intrication de particules dans le temps. Et là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ben oui, comme on disait que le temps n'existe pas, il peut y avoir quelque chose dans le passé, dans le présent et dans le futur qui soit intriqué. Autrement dit, qu'un changement d'état, alors là j'extrapole, hein, là je suis en train d'extrapoler, je ne suis plus dans, on va dire, la mécanique quantique de base, hein, mais je trouve logique hein, d'extrapoler ça, c'est-à-dire qu'un changement d'état qu'il va y avoir sur le présent va par intrication changer quelque chose dans le passé, voire dans le futur. Et ça, ce que je dis là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des scientifiques qui font de la recherche au XXIe siècle, hein, parce qu'au XXe siècle, on n'en était pas encore là. C'est pour ça qu'Einstein, lui, il pensait que ce phénomène lui donnait raison, c'est-à-dire qu'il, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il manque quelque chose à la physique quantique, il manque quelque chose parce que et qui fait qu'il y a ce caractère aléatoire en fait. Et en réalité, non, il manque rien. Ça a été validé en 81 par une expérience qui a montré que l'intrication était vraie. Et dernier point, c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg dont tu parlais là, Roger, donc qui est que on ne peut pas simultanément mesurer avec une précision quelconque deux grandeurs relatives à une particule. C'est-à-dire, c'est un peu lié à cette notion d'information qui est quantifiée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une information de façon infinie, quoi. En mathématiques, rien n'empêche d'avoir un nombre avec une infinité de chiffres après la virgule, mais en fait, il semble que dans notre réalité, dans notre monde, ce n'est pas possible d'atteindre des précisions infinies. Autrement dit, il y a une limite dans la quantité d'informations. Voilà, j'ai résumé des choses assez quand même importantes là. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, je veux dire, c'est pas évident de comprendre tout ça en 10 minutes. Hein. Je vous dis, c'est pour ça que j'envisage cette formation d'une journée pour quand même essayer de faire passer ces messages sans rester dans en étant quand même proche de ce que nous dit la science. Je ne vais pas mettre d'équation, mais essayer de faire, de comprendre de quoi il s'agit. Ouais, moi, ce qui me... Je vais un peu dire les choses qui me viennent comme ça, c'est l'intrication. J'ai la femme d'un ami qui est philippienne et qui a eu sa mère qui a été malade et qui a ressenti quelque chose de très fort, qui se retrouve à l'autre bout de la terre, et elle l'a capté en même temps, et on a bien vérifié que c'était lié, quoi. Donc, comme tu parlais de la vitesse de la lumière, bon là c'est vraiment quelque chose qui est étonnant, c'est que quelque chose qui a lieu à l'autre bout de la terre, c'est vécu dans l'instant avec au même moment, quoi. Exactement. Pour moi, ça c'est... Alors, même si là, on extrapole, hein, aujourd'hui la science ne l'a pas encore démontré, mais on n'en est pas loin. Parce que pour moi, ça relève de l'intrication. C'est-à-dire que tous ces phénomènes, il n'y a pas de raison, et ça, par contre, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que le monde est quantique dans son essence. C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans un monde superposé.
Et ce qui fait qu'on ne perçoit pas cette superposition, donc c'est en fait le résultat on va dire, de notre conscience. Alors là, bon, j'extrapole un peu les choses sur lesquelles je voulais parler plus dans la fameuse journée mais il y a une thèse là-dessus, parce qu'après on s'éloigne, on va dire, de la physique qui sert à faire tout ce qui est la technique, hein, qui aujourd'hui, tout ça c'est utilisé dans les smartphones, etc. Donc il y a tout un tas de physiciens qui en gros ne s'intéressent pas aux interprétations philosophiques ou métaphysiques qu'on peut faire après, mais certains par contre s'y intéressent. Et il y a une thèse qui a été développée qui s'appelle le solipsisme convivial, dans laquelle justement, la personne dit que c'est notre conscience en fait qui va filtrer. On est dans une superposition d'états, mais c'est comme si par notre conscience, on va filtrer une réalité, et que donc il appelle ça le solipsisme parce que chacun va asseoir sa propre réalité. Et convivial parce qu'on est quand même capable, quand on se parle, de se mettre d'accord, même si on ne peut pas démontrer mathématiquement qu'on voit la même réalité. Bon, après, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais voilà. Après, on parle dans des interprétations, des extensions de ce que dit la science, on va dire, pure et dure. Mais déjà, à ce niveau-là, toute la technologie, aujourd'hui, utilise ça. Donc, c'est largement validé. Donc, en termes de paradigme, c'est là où j'en viens, parce que pour moi, c'est ça qui est important. Il y a le côté, on va dire, purement technique, scientifique, et puis après, il y a le côté, ouais, mais quelle vision de la réalité ça nous donne? En fait, ça nous montre ça, donc, par rapport à la relativité, l'espace-temps, donc déjà, il était tordu, il était dépendant de l'observateur, voilà, et de la matière, etc. Le temps n'était qu'une illusion, et on a en plus ce phénomène d'intrigation qui semble dire qu'en fait, il existe quelque chose qui se passe en dehors de cet espace-temps. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour certains physiciens, l'intrication vient du fait qu'il y a un lien entre ces particules, mais qui n'est pas dans l'espace-temps. Il est à l'extérieur de cet espace-temps. Et donc, la matière ne peut plus être vue comme simplement corpusculaire, c'est-à-dire notre vision qu'on a de la matière est un peu quand même bouleversée, et que l'observateur influence la réalité observée avec un indéterminisme fondamental dans l'apparition de cette réalité. Déjà, tout ça, je dirais, ça remet en cause le principe de divisibilité par la pensée, puisque ce principe qui a certes été utile, hein, je ne dis pas, ça a permis d'avancer des choses, mais aujourd'hui, la vision holistique, la vision orientale, un petit peu par exemple de la médecine ou des choses comme ça, elle est quand même plus proche de la réalité telle qu'elle nous est décrite par la mécanique quantique aujourd'hui. Puisqu'en fait, on ne peut pas séparer les choses. Tout est lié. Et c'est la science qui le dit, quoi. Je dirais dans tous les domaines, pour moi, ça ouvre plein d'horizons, de la médecine, de la biologie, etc. Mais Jean-Pierre, dans le coaching, ça me paraît rejoindre la systémique. Oui, tout à fait. Ça rejoint la systémique, c'est-à-dire qu'on bouge un truc dans un système et puis ça bouge ailleurs, quoi. Moi, les deux liens que je vois, en fait, c'est d'ailleurs pas tant dans le processus de coaching, mais plutôt dans l'analogie qu'on peut faire, je pense, avec le processus de prise de conscience qu'il y a en coaching. Je me dis, la première chose, c'est déjà comment l'évolution de la physique et les découvertes a conditionné notre façon de penser le monde. Et finalement, je me dis, c'est pareil, c'est la prise de conscience d'un certain nombre de phénomènes qui conditionnent le regard qu'on porte sur soi, sur le monde, et qui permet en fait, d'avancer quelque part. Et là-dedans, la deuxième chose, c'est si les qualités de l'observateur qui influencent l'objet observé, c'est un peu pareil en fait. C'est que finalement, par la conscience, on fait bouger la réalité. Tout à fait. C'est ce en quoi en arrivent les physiciens, certains physiciens au XXIe siècle,
je vais en parler un peu après, mais c'est qu'effectivement, cet indéterminisme-là dont on parle, en réalité, on peut affirmer que non, il n'y a pas un déterminisme, c'est la conscience qui va influer la réalité. Donc il y a un déterminisme, mais qui n'est pas, on va dire, celui simplement de la matière. C'est-à-dire qu'il y aurait une influence, effectivement, des consciences. La réalité serait co-créée par les consciences, en fait. Oui. C'est une approche constructivisme, alors. Exactement aussi, oui, ça rejoint ça. Bon, après, je vais en parler, parce que je dirais là, je fais ça, je suis l'histoire, donc on va dire au XXe siècle, on en est là. On n'a pas encore parlé de conscience, mais quand même, je vais pas vous la passer parce que c'est déjà presque 8 heures, mais il y a une petite vidéo où, franchement, tous les pères de la mécanique quantique avaient ça en tête, hein. Ils en arrivaient au fait de se dire, il y a quelque chose qui précède la matière. Bon, à cette époque, ils n'avaient pas encore les moyens de travailler sur mais ils avaient l'intuition qu'il y avait quelque chose et même qu'ils appelaient la conscience, hein, mais qu'ils ne savaient pas encore trop expliquer, mais en tout cas qui était en amont de la matière. Autre chose à savoir qui est vraiment parlant, quoi, c'est que la matière, en réalité, c'est quasiment que du vide. Si on regarde un atome, si on le met à notre échelle, une balle de tennis étant le noyau, 5 cm, l'électron se trouve à 5 km de la balle. Et il a une taille de 5 millionième de millimètre. Et tout le reste, c'est du vide. C'est-à-dire qu'en fait, alors il y a... Alors, je ne parle même pas de la matière noire et tout, bon, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais en gros, la réalité, c'est qu'on évolue dans du vide, en fait. Sauf que, oui, nos sens nous font percevoir qu'il y a une table ici, alors qu'en réalité, tout ça, c'est quasiment que du vide. Mais heureusement, parce qu'effectivement, l'évolution a fait en sorte que si je me cogne à la table, je vais me faire mal. Donc, il faut que je me rende compte qu'il y a une table. Mais en réalité, c'est du vide. C'est juste que quand je donne un coup de poing sur la table, les électrons de ma peau sont repoussés par ceux de la table. C'est une force électromagnétique, mais en fait, la réalité, c'est que tout ça, c'est du vide. Et en fait, non seulement ça, mais en plus, ce vide, c'est un vide plein de potentiel, d'énergie. Et là, la physique aujourd'hui est un peu embêtée parce que elle calcule que la valeur qu'elle calcule de cette énergie est 10 puissance 120 fois plus grande que la valeur qu'elle mesure. Donc, il y a un problème aujourd'hui, il y a encore aujourd'hui des problèmes non résolus dans la physique, et ça, c'en est un important. Il y a un gros mystère à ce niveau-là, mais en tout cas, ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que ce vide, il est plein d'énergie. Alors là, on va rejoindre, pour moi, ça rejoint la vacuité du bouddhisme, hein, ça rejoint essentiellement ça, en fait. Donc, conclusion de tout ça, c'est que l'ancien paradigme classique cartésien, il ne tient plus en fait pour appréhender la réalité aujourd'hui. Les deux théories physiques les plus validées par l'expérience remettent en cause notre conception de l'espace du temps. Et en fait, tout ça, finalement, c'est quoi? C'est des perceptions du cerveau. C'est des perceptions de notre cerveau, mais ça n'a pas de réalité en soi. C'est espace-temps-matière. Voilà, n'ont pas de réalité en soi, c'est une perception de notre cerveau. Aujourd'hui, il y a quand même un souci au niveau de la science parce qu'on n'arrive pas à concilier les deux théories. Bon, il y a d'autres théories je ne vais pas rentrer dans le détail en cours, mais pas encore validées. Et déjà avec ça, pour moi, ça génère plein d'analogies possibles. Et bon, après, comme je vous dis, le but, c'est de travailler là-dessus, hein, mais passé, présent, futur sont là. La superposition quantique et le choix de l'état qui est fait lors de l'observation, la réalité qui émerge d'un espace des possibles et qui n'est pas déterminée par le passé, mais de la qualité de l'attention qu'il va y avoir entre le coach et le coaché. L'intrication, c'est le lien, comme tu disais Roger, deux individus séparés physiquement d'une distance quelconque vont être en lien. L'intrication dans le temps, c'est le fait qu'on peut justement jouer
enfin, changer le passé. Voilà, toutes ces choses-là, il y a au moins on peut en dire des analogies aujourd'hui, même si ce n'est pas encore prouvé par la science, mais je pense que ça ne va pas tarder. Donc, si on en arrive au XXIe siècle, donc, comme je l'ai dit, déjà les pères fondateurs de la physique quantique, ils en arrivaient à la conclusion de la conscience. Je ne vais pas vous passer de YouTube, hein, vous pourrez le voir. Je vais vous envoyer le PDF après, si vous voulez aller le voir. Je dirais qu'aujourd'hui, la conscience, elle n'est pas encore complètement comprise, mais bon, il y a pas mal de physiciens qui se travaillent là-dessus. Alors, il y a tous ceux qui se disent, bon, bah, ok, bah, je n'en ai pas besoin de m'intéresser à ça, puisque de toute façon, ce qui compte, c'est que je suis capable de faire des smartphones, etc. Bon, il y a ceux, je dirais, purement matérialistes qui s'en tiennent à ça. Puis il y a ceux qui se posent des questions, qui disent, oui, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça dit? Alors, moi, j'aime bien la vision de Philippe Guillemont, hein, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle La physique de la conscience, hein, où il évalue un modèle dans lequel, bon, ben, il dit qu'effectivement, l'espace, le temps, la matière, c'est pas les choses premières, mais plutôt on peut appeler de vibration. Il y a des vibrations, il y a de l'information. Ça, c'est un point fondamental, l'information. Parce qu'en fait, ça rejoint tout ce qui est intuition, etc. C'est quoi une intuition? C'est une information qu'on capte, en fait, qu'on capte, que le moi capte du soi, en fait. Et donc, pour lui, ce qu'il appelle la théorie de la double causalité, la conscience nous permet de naviguer dans l'espace-temps et il fait un lien avec le moi et le soi de Jung, qui seraient des dimensions supplémentaires d'information. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, il disait qu'il a une explication tout à fait logique de la conscience qui permet déjà de sortir, on va dire, de nous rendre notre libre arbitre. Parce que si on en restait à ce que disait la relativité, le futur existe déjà, ça veut dire qu'on est tous des robots et qu'on n'a aucun libre arbitre. C'est qu'une illusion, le libre arbitre. Et là, ça ramène cette notion, oui, on a un libre arbitre parce que justement, certes, le futur existe, mais on peut le changer. Et donc, c'est tout justement par la conscience. Donc, ça permet, on va dire, de sortir de ce modèle matérialiste, déterministe, causalité stricte, hasard. Et d'autre part, ça permet d'entrevoir une explication à plein de phénomènes inexpliqués aujourd'hui, justement, sortie du corps, expérience de mort imminente et tout, bah, tout ça, c'est en fait lié à la conscience, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là. Voilà, bon, moi, la conclusion, c'est que jusqu'au XXe siècle, la science physique nous a apporté le progrès matériel et moi, je crois qu'au XXIe siècle, elle va contribuer au progrès spirituel qui, de mon point de vue, est indissociable d'un vrai progrès, puisqu'on voit bien ce que le progrès peut faire des fois, quand il n'y a pas ce progrès spirituel qui va avec. Et pour moi, les coachs et thérapeutes sont des expérimentateurs de cette nouvelle science, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le terrain d'expérimenter ça, quoi. On n'a pas forcément le côté théorique, mais on a la pratique. Voilà. Voilà. Donc après, voilà, je propose, comme je disais, une formation d'un jour, si ça. Mais déjà, voilà, il est 20h06. Est-ce que ça suscite des feedbacks de votre part? Alors moi, je m'interroge juste sur la conclusion. Je me dis que c'est peut-être l'inverse, c'est que ça va rematérialiser le spirituel. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est justement ça, c'est parce qu'il y a une vision de la science, ce que Philippe Guillemont appelle les scientistes, qui est trop matérialiste et qui a beaucoup imprégné effectivement notre paradigme de pensée. Mais en réalité, la science, la véritable science, elle n'est pas séparée de la conscience, si tu veux. C'est parce que la science a été dévoyée quelque part dans uniquement être là pour résoudre des problèmes matériels. Et quand je dis matérialiser, il n'y a pas du tout de jugement. Il n'y a pas du tout de jugement, en fait. C'est sans jugement. C'est pas. Enfin, ça me fait penser. Je ne sais pas si tu as lu les agendas de mère et le mental des cellules de Seth Prem. Bon, vraiment, je t'invite à. Alors, c'est très long. Enfin, faut piocher un peu, mais
C'était mère, elle travaillait dans un ashram avec Sri Aurobindo. Et donc, voilà, elle s'est beaucoup interrogée, enfin, elle a surtout beaucoup vécu, en fait, une descente par la méditation dans la conscience du corps et des cellules. Et enfin, voilà, je ne peux pas en parler plus que ça parce que c'est très difficile à raconter. Mais c'est un peu, enfin, je sais pas, ça me donne en tout cas une intuition que justement, en fait, ce qu'on pourrait appeler l'élévation spirituelle, elle passe en réalité de plus en plus par une descente dans la matière, dans le vide de nos cellules. Oui, tout à fait, exactement. Mais si tu veux, pour moi, c'est pas effectivement, enfin, tu as des grands maîtres spirituels et tout, ils n'ont pas besoin forcément d'avoir ces données scientifiques pour arriver à expérimenter ce qu'ils expérimentent, mais je pense que c'est complémentaire. La science va permettre c'est comme un garde-fou pour moi, la science, c'est-à-dire que ça va permettre de valider des choses pour lesquelles il y a beaucoup de coachs ou d'autres personnes qui ont des intuitions, qui perçoivent des trucs. Et d'un autre côté, il y a ceux qui sont, on va dire, les scientifiques purs et durs qui vont dire « Ah, c'est n'importe quoi, on n'en a pas la preuve et tout ». Si, justement, c'est pas n'importe quoi. Et c'est là que ça va être intéressant. Mais ça n'empêche que c'est comme, tu vois, on a besoin des deux jambes pour marcher, quoi. Il y a le côté science qui est utile, mais enfin, c'est la raison et l'intuition, si on veut. Il faut les deux, quoi. Parce que sinon, on ne sait pas trop. Si tu veux, c'est comme un garde-fou pour moi, la science. Ça permet de valider des choses et d'avancer aussi, de donner de la méthode aussi. Parce que tout le monde n'est pas capable d'arriver à certaines intuitions, etc. Et si on comprend ces mécanismes, moi, je me dis qu'au XXIe siècle, on sera capable, et notamment dans le coaching, et aussi de progresser, quoi, d'être plus performant, quoi. Parce qu'on aura mieux compris. Ouais, moi tout ça m'inspire quelque chose de spirituel, dans le sens où ça rejoint Lao Tzu, c'est que c'est notre regard qui fait que ça change les choses. Et que moi, depuis le temps que j'exerce le coaching, je me suis rendu compte de ça. C'est pourquoi je vais mieux maintenant, c'est parce que j'ai changé mon regard. Les choses, ils n'ont pas changé, mais c'est moi qui ai changé le regard, et que en changeant moi-même mon regard, j'ai contribué à ce que les relations soient meilleures. Mais voilà, il y a un côté et l'observateur qui influe sur l'expérience, ça rejoint tout ça. Bon, et moi je suis assez d'accord avec toi que la science, ça peut être un garde-fou, parce que finalement mais le truc d'intrication, des choses comme ça, ça permet de rendre les choses plus logiques, hein. Bon, évidemment, c'est assez paradoxal quand tu dis c'est plein de vide. Et en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses, c'est ce que nous, on imagine comme étant du plein, c'est que des choses de statistiques, quoi, des probabilités d'énergie, des choses comme ça. Et je pense que là-dessus, et je te remercie beaucoup, Jean-Pierre, c'est que ça nous oblige à prendre ce recul. Et peut-être que, comme on se rend compte, il y a beaucoup d'intuition, mais cette intuition, c'est justement des informations que on a captées, mais qu'on n'est pas en mesure de traiter à l'heure actuelle. Et que le moment où on arrivera à les traiter, c'est un petit peu, ce sera plus quelque chose de magique, ce sera quelque chose d'explicable, quoi, cette intuition. Et moi, je suis complètement, voilà, il y a des choses comme ça. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, bon, ça va être un peu terre à terre ce que je vais dire, mais par exemple, je ne sais pas pourquoi, je me dis, tiens, la France, ça va se faire éliminer par la Suisse. C'est une intuition comme ça, mais par exemple, je me dis, mais pourquoi je pensais à ça? Les autres années en Coupe du Monde, j'ai jamais pensé